Pour y aller, ok. Bonsoir à tous. Donc, on va commencer la séance officielle du Conseil. Donc, il y a plusieurs... Alors, il y a Céline qui va être en retard. Hein, Céline, sur la route, elle est en retard. Donc, elle a un pouvoir. Donc, pendant son retard, c'est moi qui aurai son pouvoir. Et quand elle arrivera, elle aura le pouvoir, elle, de Philippe Percy. Donc, voilà. Donc, autrement, au niveau des absents, donc Nathalie Richard qui est absente, qui donne pouvoir à Marina. Anthony qui donne pouvoir à Anthony. Hugues qui donne pouvoir à Séverine. Patricia Patou qui donne pouvoir à Nelly. Virginie qui donne pouvoir à Xavier. Et Christophe qui donne pouvoir à Franck. Et donc quand Céline arrivera, elle aura le pouvoir de Philippe. Secrétaire de séance, donc Nelly. Et donc on va commencer par l'approbation de la séance du 21-03. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu? Pas de remarques. Donc le procès verbal est approuvé du 21-03. Okay. Ah oui, ça. Donc, première délibération sur la composition du conseil communautaire. Donc, au dernier conseil communautaire, on a délibéré pour la modification du cadre légal d'une composition du conseil communautaire. C'est-à-dire que le cadre légal de la composition du conseil communautaire, il y aurait 45 sièges. Et comme il y a 20 communes, dans ces 45 sièges, il y aurait des communes qui ne seraient pas représentées. Les petites communes, comme Le Pin, comme Pouillet, comme Pansé, qui n'ont qu'un seul conseiller, ne seraient pas représentés. On a le droit de demander une dérogation avec un maximum de 25%, donc pour monter le nombre de sièges de 45 à 56. Donc c'est ce qui est demandé. Voilà. Voilà, donc c'est ce qui a été pris comme délibération au dernier conseil communautaire, et donc ça doit passer dans les conseils des 20 communes avant le mois d'août, je crois, j'ai cru voir ça, le mois d'août. Voilà. Voilà, donc l'objectif premier de la proposition présentée en conférence des maires le 6 février 2025 a été de maintenir un nombre maximum de conseillers communautaires, soit 56 sièges, tout en conservant une répartition identique à la répartition actuelle. Le Conseil communautaire a ainsi délibéré en ce sens lors de la séance du 20 mars 2025. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'accord local de répartition des sièges du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Ancenis pour le mandat 2026-2032 de la façon suivante. Et donc vous avez la liste des communes avec les représentants, donc Ancenis 8, etc. Je ne vais pas tout lire. Et donc pour Oudon, on a 3 représentants comme ce mandat-là. Voilà, donc ça permet d'avoir plus de représentation. Et si on regarde un peu les statistiques de présence au conseil communautaire, les petites communes, et comme Oudon, on est plutôt bien placés, on est souvent présents tous les 3. Par rapport aux grosses communes, où il y a 8 représentants ou 6 représentants, il y a souvent des absents. Nous, on est quand même largement représentés, et les petites communes aussi. Donc c'est plutôt bien pour moi d'avoir cet accord local. Pour cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci, unanimité. Donc ça fera 25. Ouais. Toujours en administration générale, deuxième délibération. Juste, j'ai été très vite, il n'y avait pas de questions sur la première. C'est clair? Voilà. Nous, je pense qu'on est... Ouais, on a 2 si on n'a pas ça, ouais. On était limite, mais le CD devait en avoir 3. Ils sont un peu au-dessus et nous 2. Ouais, c'était... Voilà. Donc, adhésion à une centrale d'achat spécialisée dans le domaine du numérique et des télécoms, dénommée Canut. Donc, on doit procéder au renouvellement d'une partie de notre parc de copieurs. Et donc, on a une proposition d'adhésion à une centrale d'achat où il y a déjà pas mal de communes qui sont adhérentes, qui nous permet de tirer les prix sur les copieurs, tout en conservant notre flotte. C'est-à-dire qu'on conserve les mêmes copieurs. Et donc, l'économie qui se fait sur un copieur, elle est environ de 800 €. Donc, on a 4 copieurs au total, donc avec une adhésion qui est de 180. Donc, on ne s'est pas posé longtemps la question sur l'adhésion ou non. Voilà, donc les objectifs de la Canut sont principalement de proposer à ses membres une gestion simplifiée des achats, des marchés adaptés aux besoins des collectivités territoriales,
des frais d'accès réduits, une relation directe avec les titulaires pour l'exécution des marchés, une représentation de leurs intérêts face aux titulaires de marché et des interlocuteurs dédiés apportant une forte réactivité aux sollicitations qu'elle recevra. Donc, considérant l'intérêt d'adhérer à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, la CANUT, le besoin de la collectivité d'acquérir du nouveau matériel informatique de manière régulière pour soutenir ses activités de service à la population, que l'achat dans le domaine du numérique est un poste budgétaire significatif et qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de rechercher des moyens d'optimiser les coûts tout en garantissant la fiabilité du matériel acquis. Donc là, on ne change pas de matériel. Donc, voilà. La qualité des services et des prestations réalisées. Que la mutualisation des achats constitue un levier important au regard de l'efficacité économique de la commande publique, que le marché du numérique et des télécoms sont techniques et évoluent en fonction des avancées technologiques, ce qui nécessite l'expertise d'acheteurs spécialisés et entièrement consacrés au suivi de cet environnement très dynamique, et l'opportunité de participer à la gouvernance d'une centrale d'achat d'envergure nationale, que l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms permet à la collectivité de bénéficier des tarifs préférentiels, de conditions contractuelles avantageuses et d'une meilleure gestion des achats dans le domaine du numérique. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver l'adhésion à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, de prendre acte qu'en application de l'article 10.1 des statuts, le représentant légal en exercice ou toute autre personne dont l'habilitation aura été notifiée par écrit siège à l'Assemblée générale de la CANUT et désigne à ce titre le responsable du pôle aménagement pour représenter la collectivité, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires pour formaliser cette adhésion et prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre, et de m'autoriser à réaliser et à suivre l'ensemble des processus de souscription au marché et aux actes associés auprès de la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs communes qui adhéraient déjà et les gens sont satisfaits? Alors, moi, je ne peux pas répondre, mais oui, les gens sont satisfaits. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Donc, merci, unanimité, donc 25. Et dernière délibération dans l'administration générale. Donc, on est adhérent à e-collectivité, vous le savez, et donc on peut passer une convention entre e-collectivité et la commune pour la fourniture de services de télécommunication. Donc, actuellement, on a une flotte de portables. Ces portables, on est avec une société pour gérer les contrats, mais pas le matériel. Et donc, les matériels, c'est un autre prestataire, un autre marché. Voilà, donc là, cette convention avec les collectivités, c'est de bénéficier de... Quand je parle de portable, c'est les téléphones. Que les téléphones, voilà. Donc, c'est pour pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels quand on a acheté des téléphones mobiles. Par contre, les contrats derrière, c'est autre chose, c'est l'Oricom. Enfin, c'est un autre prestataire, voilà. Donc, dans le cadre de son adhésion, et on a au total 27 portables sur la commune. Voilà. Dans le cadre de son adhésion à les collectivités, la commune de Dom peut bénéficier de l'achat de téléphones mobiles à tarif préférentiel. Afin de pouvoir en bénéficier, une convention doit être signée entre les deux parties. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la commune et e-collectivité, de m'autoriser à signer la dite convention et toutes les pièces s'y afférentes. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Marina? Oui, j'ai juste une question, parce que du coup, là, vous dites qu'il y a 27 téléphones, donc je suppose qu'il y a une flotte, et il n'y a pas possibilité de changer et renouveler des téléphones par rapport à cette flotte et à nos abonnements actuels? Ça ne fait pas de doublon, justement? Quand on a un abonnement avec l'ancienneté, on va dire, on va accumuler la possibilité de pouvoir renouveler. On n'a pas les mêmes marchés. Nous, oui, on a vraiment... Sur des flottes professionnelles, en fait, il y a les possibilités de changer l'appareil. Eh ben, on n'a pas... Notre marché, il est uniquement sur les télécommunications et on a un marché matériel à côté. Du coup, c'est que la carte deux marchés SIM. Complètement. Comment? C'est que la carte tout à SIM, fait, en gros. Tout à fait. C'est deux choses, on a deux marchés différents. Et du coup, il n'y a aucune possibilité de négocier l'appareil avec la carte SIM. Enfin, ça me semble bizarre, mais après, peut-être. Hein. Faudrait qu'on repasse tous les marchés, mais sauf qu'ils ont été rédigés comme ça il y a des années. Donc là, du coup, il faut qu'on arrive... Parce qu'en plus, on a plusieurs marchés qui courent. Donc là, il faut qu'on arrive à avoir la même date pour tout. On ne va pas passer un marché pour chaque téléphone, en fait. Oui, j'entends bien, mais sur des professionnels, il y a des systèmes... Enfin, ça s'appelle une flotte, en fait. Et normalement, à l'intérieur, avec l'ancienneté, on peut renouveler l'appareil. C'est ça qui m'interrogeait dans...
Mais peut-être que c'est pas... On n'a pas cette clause-là dans notre marché. D'accord. Donc pour cette... Je voulais pas... Vas-y. Et éventuellement, donc, cette organisation avec les deux marchés, j'ai bien compris, c'est révisable ou c'est une durée sur combien de temps? Ah oui, vous ne savez pas. Après, c'est peut-être un dossier qu'il faudra re-questionner. Eh bien, justement, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on vous propose ça. Là, ça nous permet d'avoir des appareils encore moins chers que ce que nous proposait le prestataire d'avant. C'est qu'on est au bout du marché, là, donc on a étudié tous les marchés, toutes les possibilités. Et c'est avec e-collectivité que c'est le moins cher. Et surtout, avec e-collectivité, on a un panel. Parce que sur les 27 portables, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Les agents qui sont sur le terrain, par rapport aux miens, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc là, ça nous permet d'avoir des appareils vraiment qui correspondent aux besoins des agents. Et on a un catalogue plus divers, en fait. D'accord. Bonsoir Céline. Donc pour cette convention, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Une abstention? Une abstention. Tu avais un pouvoir? Non. Donc 2. Des votes contre? Donc 24 pour. Finance, pardon? Bertrand, finance. Oui, donc pour introduire la délibération de transfert de l'emprunt qui était sur le budget immobilier, le budget annexe immobilier sur le budget principal, je vais remettre quelques diapos. Je ne reparle pas des comptes rendus des commissions finances, puisque c'était des commissions qui précédaient le vote du budget, qui avaient servi au montage du budget. Donc du coup, on se rappelle de nos inscriptions en investissement pour 2025, là, pour un total de plus de 2 millions d'euros. Le tableau qui est là ne reprend pas la totalité, mais les principales dépenses. Et donc, tableau, ouais. Si vous vous souvenez, ça c'est la diapo qu'on avait travaillé tous ensemble pour arriver à voir comment on allait financer ces 2 millions d'euros et plus, puisqu'on avait évoqué notre plan pluriannuel d'investissement qu'on va retrouver en bas de ce tableau. Et donc je rappelle là très rapidement, mais je ne vais pas refaire, pour financer donc le total disponible en bleu là, eh bien ça comprenait bien donc il y avait le budget principal du budget investissement qui avait un excédent, un virement de notre section de fonctionnement et puis un virement du budget immobilier, le 1,7 million là, qui correspondait donc à ce qu'on va voir ce soir. Donc ça, c'est notre report politique qu'on avait décidé. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres recettes qui arrivent, et donc pour un total de 3,9 millions. Donc c'est là où il restait quelque chose à financer, des restes à réaliser, comme on dit. Et puis, donc dans le PPI, plan pluriannuel d'investissement, on a quand même prévu de faire notre centre technique municipal et puis le quartier de la gare qui est lancé. Donc du coup, voilà, on avait un budget total de 1,7 million, 1,7 million voilà, disponible si on enlève les prévisions. Voilà. Je rappelle aussi qu'on a des finances plutôt saines, donc les ratios sont plutôt très corrects et que notre endettement est maîtrisé. Et on va voir. Ça, je l'ai rajouté, j'ai pas pu m'empêcher, excusez-moi. Ça va pas avoir grand-chose, mais c'est pour nous rassurer. Mais c'était un tableau qui était attendu parce que moi j'aurais aimé le présenter aussi en réunion publique l'autre jour. Vous savez ce que c'est le tableau de comparaison de Houdon. Donc c'est la colonne commune avec les communes de même strate, c'est-à-dire 3500, 5000 habitants, des communes, soit dans le département, soit dans la région, soit au plan national. Donc on vient de le recevoir, il n'est pas dispo la semaine dernière. Et donc, ça tient compte, donc là c'est pour l'année 2024, donc ça prend bien en compte les augmentations de taux qu'on avait fait l'année dernière et les augmentations des bases décidées par le gouvernement.
Et donc, effectivement, on n'a pas eu le temps de regarder la progression, on le fera en commission finance, bien sûr, mais on a largement augmenté en recettes, hein, on est passé à 541 €, mais vous voyez qu'on est encore en dessous, par exemple, de la moyenne des communes du département. On passe du coup supérieur à la région, mais aussi inférieur au plan national. Et puis, juste pour se rappeler aussi, puisqu'on a aussi eu une politique ambitieuse, par exemple, en matière de services à la population, puis des obligations qui nous sont imposées. Et donc, aussi bien en total de charges qu'en charge de personnel, et bien là, je pense qu'on est inférieur à peine à tout, mais voilà. Donc voilà, on reste notre commune reste plutôt du bon côté de la moyenne. Voilà. On reverra ça en commission finance. Donc on reverra aussi l'impact sur les ratios financiers. Là, j'ai juste remis ce qu'on peut voir en matière du coup 2026 quand on va rebasculer. Comme c'est indiqué ici, on va avoir 100 000 € de plus de charges financières. Donc on va passer en grosso modo sur le diaporatif de droite de 200 000 à 300 000 €. Ouais. J'ai une question, Bertrand. Par rapport au tableau précédent, c'est une question qui me taraude depuis un petit moment. Comment sont calculés les chiffres? Parce qu'en fait, sur une commune de même strate, les charges du personnel, elles ne sont pas les mêmes en fonction de si la commune elle a ou non le personnel du périscolaire ou un multi-accueil de 20 places. C'est quand même pas la même chose. Donc, je voulais savoir s'il y avait une différence. Parce que forcément, on est un petit peu moins dans la mesure où on n'a pas ce genre de prestations à notre charge. Non, mais c'est effectivement une question qu'il faut... Il y a toujours du restaurant scolaire, même si c'est pas en... Même si c'est en prestation, c'est pas le même nombre de personnel. Je veux bien répondre. Je veux bien répondre. Non, mais c'est une bonne question et effectivement, j'aurais peut-être dû le dire, c'est un tableau qui nous sert de guide, mais qu'il faut interpréter effectivement un peu avec ce que tu as soulevé, c'est-à-dire on est à la fois comparable dans les mêmes strates, dans le même territoire, le département, donc avec des contraintes un peu similaires, d'augmentation de la population, etc., de dynamisme, mais effectivement avec des réalités locales qui sont très différentes. Et donc ce qui a commencé à être dit, c'était... Effectivement, les services de petite enfance ne sont pas municipalisés chez nous et on est très heureux que ça soit porté par le monde associatif, mais avec des subventions en parallèle. À l'inverse d'autres communes où nous, on a par exemple du personnel de cantine municipale quand d'autres vont plutôt avoir de la prestation de cantine centralisée. Et là aussi, c'est un vrai choix politique. Donc voilà. Et puis, on peut parler aussi du service technique où, selon, on peut décider d'avoir plus ou moins de nombre d'agents ou de faire appel plus ou moins à la prestation, par exemple. Donc voilà, c'est à la fois un bon outil pour vérifier très globalement dans la moyenne où est-ce qu'on se situe, quoi. Juste une remarque aussi, c'est que en subvention versée, on est au-dessus de tous les autres. Donc c'est vrai que c'est... On a tendance à zoomer que sur les trois lignes, mais effectivement, on peut tout regarder. Ouais. Ça explique qu'on est au-dessus les autres par rapport aux subventions, puisque du coup, on a un choix au niveau de la petite enfance qui d'un côté, on a moins de personnel, d'un côté, on a plus de subventions. Et pas que, tout le dynamisme des associations, et notamment peut-être un peu plus que d'autres communes sur tout ce qui est culturel, touristique, etc. Non, mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que normalement, on devrait avoir moins de subventions. C'est croisé en fin de compte. Une commune qui paye beaucoup de subventions devrait avoir un montant par commune inférieur. Eh bien oui, mais nous, on a inférieur aux autres et on a plus. Donc ce qui fait que ça devrait être l'inverse. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois le tableau, moi, mais bon. On expliquera ça en finance. Du Raffarin dans le texte, là, si vous vous souvenez. Je vous propose de reparler de tout ça en commission finance, et puis s'il y a un besoin, on en reparlera en conseil municipal, mais c'était de l'information toute fraîche qu'on voulait partager ce soir, parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup questionné l'année dernière.
Donc voilà, si vous avez pris connaissance de l'ensemble du texte, donc il est bien question de 1 672 670,45 € de reste. Là, tout à l'heure, c'était arrondi à 1,7 million. Et donc voilà, rappelez que c'est un emprunt de 2022, quand même se rappeler qu'on l'avait bien décidé, et là aussi assez justement, puisque le taux fixe était à 0,80%, ce qui n'est plus ce qu'on pourrait emprunter aujourd'hui. Voilà. Donc il est proposé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc il est proposé au conseil municipal là, de transférer l'emprunt du budget immobilier vers le budget principal au 1er janvier 2026 et d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires en ce sens. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Vote à l'unanimité. Merci Bertrand. RH, donc première délibération pour le poste de chargé de transition écologique. Alors, pourquoi on prend une délibération un peu spécifique? Jusqu'à présent, c'était des contrats d'1 an qui étaient renouvelables. Et là, on prend ça s'appelle un contrat de projet. Et donc, ça veut dire que chaque année, on pourra relancer le relancer 1 an de plus sans faire un appel comme à concurrence, appel à candidature, comme ça a été fait la dernière fois. Donc c'est un contrat spécifique. Et donc c'est pour ça que c'est la première année, même si elle est là depuis quelques temps, ce sera la première année de ce contrat-là. C'est pour ça que dans la délibération, c'est marqué de 1 à 6 ans, parce que ça sa première année. Et donc maximum 6 ans et renouvelable tous les ans sans faire appel à candidature. Vas-y, Xavier. C'était ça mon interrogation sur 6 ans. C'est spécifique au contrat de projet. Ouais, parce que sinon, les contractuels dans la fonction publique avec la loi de résorption d'emploi précaire, c'est 3 ans. Donc c'est pour ça fait un contrat de 1 à 6 maxi. Et donc tous les ans, c'est renouvelable tacitement. Enfin, non, pas tacitement. Voilà, justement, ça allait être ma question. Comment c'est renouvelable? Est-ce que c'est les services qui décident? Est-ce que c'est le... D'accord, mais il n'y a pas... En fait, il y a un bilan de fait sur le projet. Et si toute la fiche de poste a été complétée, vous pouvez mettre fin au contrat. D'accord. En fait. Et si donc cette fiche de poste n'est pas complétée parce qu'elle n'a pas eu le temps de mener à son terme donc toutes les missions, c'est tacitement reconduit ou alors il y a pas quand tacitement. Même un... Pas tacitement, il y a un bilan, il y a un contrat. D'accord. Et moi, j'avais juste une petite question. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, étant donné que c'est un contrat... Enfin, c'est différent comme contexte. Quoi comme contrainte, par exemple? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières avec ce changement? Par rapport au poste actuel? Oui. Ah ben non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais passer à la... Anthony. Je voulais savoir si sur ces postes-là, il n'y a pas d'aide financière, parce que du coup, il y a des aides. Je vais déposer un dossier pour le fonds vert, le fonds vert 2025. Il y a une nouvelle ligne sur les chargés de transition écologique. Donc je vais déposer un dossier la semaine prochaine. Mais après, est-ce qu'on l'aura? Je ne sais pas, mais c'est une nouveauté de cette année. Pas d'autres questions? Donc je vais lire la délibération. Ok. Voilà. Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération, à savoir la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de transition écologique, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent en charge de la transition écologique à temps complet de catégorie A pour mener à bien le projet de la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de transition écologique. De m'autoriser à recruter un agent contractuel sur le fondement des articles L332-24, L332-26 du Code général de la fonction publique et à signer le contrat de projet afférent. De préciser que ce contrat sera d'une durée initiale de 12 mois, renouvelable expressément dans la limite de 6 ans maximum. De préciser que la rémunération sera fixée en référence à l'échelle indiciaire du grade d'ingénieur du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Unanimité.
Modification du tableau des effectifs. Donc, comme tous les ans, à la dernière commission RH, on a regardé les agents qui étaient promouvables au niveau de l'ancienneté, donc les avancements de grade. Donc, cette année, il y a 3 agents qui sont prévus en avancement de grade. Et en fonction de ces avancements de grade, on doit supprimer ou créer des emplois en fonction des catégories. Voilà. Donc, comme on fait l'an dernier, il y en avait beaucoup plus. Hein. Ouais. Il y en a 3. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà avant de... Là, non. Ok. Voilà. Donc, considérant l'avis favorable de la commission ressources humaines en date du 24 avril 2025 relative aux avancements de grade 2025 à compter du 1er juillet 2025, il est proposé au conseil municipal d'adopter la modification du tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2025 de la façon suivante. Donc, en filière administrative, suppression d'un emploi de rédacteur principal de 2e classe à temps complet pour la création d'un emploi de rédacteur principal de 1re classe à temps complet. Filière technique, suppression d'un emploi d'adjoint technique à temps complet catégorie C, suppression d'un emploi d'ingénieur catégorie A à temps complet, création d'un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe catégorie C à temps complet et création d'un emploi d'ingénieur principal catégorie A à temps complet. De dire que les crédits nécessaires sont ouverts au budget de l'exercice 2025 et de me charger de faire le nécessaire en ce sens. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci, unanimité. Oui, Annie? En fin de compte, il y a 3 postes de supprimés pour créer 3 nouveaux postes avec les grades juste au-dessus. Voilà. Validation du document unique. Donc, vous avez reçu ce petit document de 67 pages. Voilà, donc... Le document unique, c'est un travail qui a été très long, hein, qui a été entamé avec le conseil, avec le centre de gestion. Hein, ils font des prestations pour l'élaborer. Et donc après, il y a eu des réunions dans tous les services avec des référents. Et donc pour lister tous les risques potentiels. Alors c'est un document obligatoire. Nous on l'avait, mais comme tout le monde, mais il faut le faire tous les ans. Et c'est ce qui se passe en général. Il est très bien. Il est mis dans chaque service. Et il n'est pas automatiquement redépoussiéré chaque année. Et donc là, l'idée, c'est que derrière, ça vive vraiment dans les services pour qu'on n'ait pas à refaire ça dans 5-6 ans, quoi. Donc après, c'est un document qui est par service. Et il y a un référent par service et qui va voir toute la colonne de droite où il y avait les options, les choses à mettre en place pour réduire les risques, parce que les risques zéro n'existent pas. Donc, si vous avez vu, il y a des catégories vertes, jaunes, oranges et rouges. D'accord ? Comment sont calculées ces catégories ? Vous avez il y a F, il y a la fréquence, il y a F, après le G, la gravité, et après il y a un taux. Donc c'est la multiplication des 3. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose de très dangereux. Un incendie, ça peut toujours arriver, c'est un truc dangereux. Mais à côté de ça, on a un coefficient de 0,01 parce qu'on a mis quelque chose en place pour réduire ce risque. Et au total, il y a un total. Si ce total est entre 0 et 140, c'est vert. Si c'est entre 140, voilà, il y a des couleurs en fonction du total. Et le but, ça va être de réduire au maximum le rouge. Voilà, donc on a quelques rouges, mais si vous avez vu, il y a un paquet de rouges, quelques rouges qui sont surtout liés au centre technique municipal. Il y a des risques énormes, il y a plus de risques sur un local vétuste. Donc on va réduire, il y a à peu près les 2 tiers des rouges qui risquent de passer peut-être orange ou vert, parce qu'il y a toujours des risques, mais avec le nouveau centre technique municipal. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des questions ? Xavier, vas-y. Il y a l'adjoint de prévention de la commune va le suivre aussi. Et comment ça va se passer pour le suivi ? Parce que par expérience, je sais qu'effectivement, il y a une obligation tous les ans. Mais je sais que c'est une obligation. Nous avons 3 agents de prévention sur la commune et on en a dans chaque secteur. Donc voilà, chaque service, plus secteur, parce que c'est un au service administratif, un au restaurant scolaire, école, et un au service technique. Donc ils seront réunis une fois par an au mois de septembre. On a déterminé le mois de septembre pour faire le point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, donc le document unique doit être mis à jour une fois par an, au cours du premier semestre, en fonction des nouveaux risques identifiés, ou lors d'une réorganisation modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Il relève de l'entière responsabilité de l'autorité territoriale, qui doit donc veiller à ces prescriptions. Plus largement, le document unique d'évaluation des risques professionnels est amené à évoluer en fonction des situations rencontrées et des actions mises en place pour diminuer les risques professionnels et améliorer la santé et la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité. Le document unique sera consultable par voie dématérialisée sur Luca. Donc Luca, c'est
c'est le prestataire où on a tous les agents, les infos et les bulletins, etc. Et matérialisé, oui, aussi matérialisé, auprès du service technique, en mairie, au restaurant scolaire et à l'école Jules Verne, donc dans tous les lieux de travail de la commune. Considérant l'accompagnement du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, vu l'avis du comité social territorial en date du 7 mars 2025, il est proposé au conseil municipal de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et du plan d'action annexé à la présente délibération, d'approuver l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'action issu de l'évaluation des risques et en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci. Unanimité. Urbanisme. Une première délibération où je vais présenter la délib et je vais sortir, parce que c'est moi qui signe tout ce qui est document d'urbanisme. Et donc, on avait déjà passé cette délibération quand j'ai déposé le permis de construire dans ma maison. Et là, je vais déposer une déclaration préalable de travaux chez moi, une déclaration de travaux. Donc, je ne vais pas signer ma déclaration. Donc, on passe en conseil une délibération. Vous allez désigner un élu qui aura la signature pour ma déclaration de travaux. Voilà. Donc, voilà un petit peu la présentation. Donc, qu'est-ce qui va lire la délib derrière? Naldi, tu peux... Je sors. Considérant, ça suffit. Considérant. S'il y a des questions avant... Ici. Non. Non, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Considérant que Monsieur le maire a déposé une demande d'autorisation d'urbanisme, considérant qu'il est pertinent de désigner un membre de la commission urbanisme et affaires foncières en tant qu'élu signataire des autorisations du droit des sols au titre de l'article L. 422-7, considérant l'avis de la commission urbanisme et affaires foncières en date du 30 avril 2025, il est précisé qu'Alain Bourgoin quitte l'Assemblée et ne prend pas part au vote. Il est proposé au conseil municipal de désigner Franck Besson, élu signataire de toutes les autorisations du droit des sols en application de l'article L. 422-7 du Code de l'urbanisme. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non. Voté à l'unanimité. Je pourrais déposer ma DP? C'est bon. Ah bon. Hop. Promesse de vente de l'immeuble 124 rue Alphonse Souchard. Donc, vous savez qu'il y a c'est un dossier qui date déjà depuis plusieurs années. On a une demande de quelqu'un qui souhaite acquérir l'immeuble après que la commune ait fait des travaux d'arche pour sécuriser le côté sud de la rue Fouchard, comme on l'a fait à l'ancienne, enfin la boulangerie, côté nord, pardon. Oui, côté nord. Je faisais ça. Ouais. Côté nord de la rue Fouchard. Voilà, donc on va donc passer une délibération pour l'acquéreur nous a demandé si on pouvait faire une promesse de vente. Donc au niveau au juridique, il n'y a pas de souci. Donc on va passer une délibération de promesse de vente de cet immeuble pour cette personne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant? J'ai retrouvé une vieille délibération quand la maison a été achetée, c'était marqué en vue de la vente. C'était bien marqué en vue de la vente pour création d'une arche en vue de la vente. Quand ça avait été acheté en 2000. Non, oui, mais ça a été acheté en même temps que la maison Talour. C'était dans le même tout ça, maison Talour et cette maison-là, et c'était bien marqué par maison Talour pour sécuriser. Et là, c'était marqué pour sécuriser en créant une arche et ensuite une vente de cette maison. Ouais, juste pour rappel, c'est que si la vente ne s'est pas faite jusqu'à maintenant, c'est parce que nous devons attendre la modification de PLU qui est en cours là, mais les délais sont assez longs et ça va prendre jusqu'au premier trimestre, oui. Février, mars 2026, sachant que nous, derrière, il faut qu'on fasse les travaux pour l'Arche, et donc c'est ensuite qu'il y aura vente de cet immeuble. Voilà, donc comme ça change de mandature, c'est juste que c'était entre guillemets une
une demande des futurs acquéreurs pour être sûr que voilà, ils ne soient pas oubliés dans l'affaire, quoi. Oui, Marion. Il y avait un bail qui avait été envisagé à un moment, non? Ou ça a toujours été une vente, du coup? Est-ce que ça a cheminé comme projet, ça, je crois? À la base, il y a un collectif qui voulait faire un crédit bail. Donc avec la savonnerie en bas et puis un espace coworking en haut. Et du coup, avec cette arche, tout a pris du temps. Le Covid est passé par là et du coup, le collectif donc s'est dissous, a changé d'orientation et du coup, seule la savonnerie a souhaité. Donc, comme il y avait le projet initial de la savonnerie, on pensait que c'était bien de le garder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la vente de l'immeuble sera conclue sous réserve des conditions suivantes. L'obtention d'un permis de construire par la commune pour le changement de destination de l'immeuble en commerce au rez-de-chaussée et la réalisation de travaux de modification de façade avec la création de l'arche. L'obtention du prêt immobilier par l'acquéreur. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article L2211-1 du Code général de la propriété et des personnes publiques, vu l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 28 mars 2025, établissant la valeur vénale du bien à 151 000 € assortie d'une marge d'appréciation de 10%, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de promesse de vente de l'immeuble sous conditions suspensives au profit de M. Laurent Davio et de Mme Lépine-Marie, en leur nom propre ou par le biais de toute société qui pourrait se substituer. Fixer le prix de vente à 156 000 €, préciser que les frais d'acte de vente seront supportés par les acquéreurs et de m'autoriser, ou mon représentant légal, à signer tout acte permettant la mise en œuvre de cette délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci, unanimité. Alors là, on va passer à 3 délibérations à suivre assez techniques. Alors avant de passer de ces délibérations, je vais rappeler un petit peu l'historique. Voilà. Donc le PLU, donc il a été approuvé il y a à peine 6 ans, donc le 21 février 2020. Donc là, c'est pareil, c'était un gros travail du dernier mandat. Et le Covid et tout, ça a décalé. Donc ça a été... Enfin non, c'était juste avant. C'était à la fin du dernier mandat. Et donc, il y a eu une première modification le 3 février 2023. Alors, quand il y a modification du PLU, c'est des changements dans le règlement ou des choses qu'on va voir ici. Et là, il y a 2 choses, parce qu'il y a une modification du PLU. Donc là, il y a simplement, on a passé la dernière fois les zones 2AU qui vont passer donc urbanisables. Le règlement, il y avait des petites choses à revoir dans le règlement. Donc là, c'est des modifications. Par contre, quand on bouge une zone, donc comme là sur la Pilardière, sur le projet des écuries, il y a une zone qui doit être modifiée un petit peu, la zone NL1 qui était réservée au château. Quand il y a une modification de zone, ça s'appelle une révision allégée. Donc c'est une autre délibération et c'est une autre temporalité. D'accord ? Donc là, la dernière fois au Conseil, on a voté pour la délibération. Et là, on a 3 délibérations. Pour la révision allégée, pour l'évaluation environnementale et pour les modalités de concertation de cette révision allégée. Voilà. Donc c'est pour ça que la dernière fois, on a fait la modification concernant les zones 2AU qui allaient passer, et pas que, qui allaient passer urbanisables. Et là, on a 3 délibérations à suivre, révision allégée, évaluation environnementale, modalité de concertation. Donc à suivre en juillet au Conseil, il y aura parce qu'une concertation, c'est 1 mois. Il y aura le bilan de la concertation qui va se passer en juin pour la révision allégée et pour la modification au PLU, pour les 2. Hein. Et après cette date-là, l'autorité environnementale et les personnes publiques associées ont 3 mois. Donc ça se fait de mi-juillet à mi-octobre. En novembre, il y a enquête publique, 1 mois. Rapport du commissaire enquêteur, et donc, comme on l'a dit pour le PLU, alors pour la modification et pour la révision, ce serait approuvé au Conseil qui aurait lieu en janvier ou février 2026. Voilà. La date de janvier-février 2026 est importante parce que 6 ans après l'approbation du PLU, donc je rappelle c'était février 2020, les zones qui étaient à urbaniser, s'ils n'ont pas été urbanisées,
tombent et deviennent en zone naturelle. Et comme c'est les 2 dernières zones où on peut construire sur la commune, dans le bourg, c'est important que ce soit fait avant cette date de fin février 2026. Voilà. C'est pour ça que là, ce calendrier, M. Kirman, là, pour lui, il n'y a pas de souci, c'est jouable, il n'y a pas de retard à avoir. Hein. Les délais légaux, c'est 3 mois, 1 mois, donc c'est pour ça qu'il faut... Voilà. Non, parce que tu as automatiquement 1 mois de concertation, le rapport du bilan, et ensuite tu as 3 mois des personnes publiques associées et autorités. Et après, il y a 1 mois d'enquête publique. Donc, il ne faut pas perdre de temps entre chaque... C'est pour ça qu'au niveau des conseils, il faut bien rythmer, il ne faut pas louper une délibération entre tout ce qui est prévu dans les conseils, c'est tout. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Parce que quand j'ai vu 3 délibérations, c'est technique comme ça, j'ai essayé de dire... Il faut qu'on soit clair et expliquer pourquoi il y a ces 3 délibérations. Il y en a une pour la concertation de la révision à l'AG. Il y en a une pour la concertation de la modification. Et il y en a une aussi pour l'autorité environnementale, pour l'évaluation. Voilà. Donc la 2e. Alors, avant de passer aux délibérations, est-ce qu'il y a des questions? On a vu ça pour la commission urbaine, on les a passés à la dernière commission urbanisme, on a expliqué, Caroline Rex a bien expliqué les pourquoi des trois délibs que j'ai essayé de réexpliquer là. Je passe aux délibérations. J'avais dit que je n'allais pas tout lire là. Voilà. Donc, considérant la nécessité de faire évoluer le PLU afin de répondre aux objectifs précités, considérant que l'évolution est compatible avec les orientations générales du PADD du PLU, hein, donc ça c'est un document qui est acté avant le PLU, considérant l'avis de la commission urbaniste et affaires foncières en date du 5/3/2025, il est proposé au conseil municipal de prescrire la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme d'Oudon, d'approuver les modalités prévues pour la concertation relative à la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme, de déléguer tout pouvoir à Monsieur le maire pour mener à bien l'ensemble de la procédure et notamment les obligations en matière de publicité, d'affichage, conformément à l'article R153-20 du Code de l'urbanisme. La présente délibération fera l'objet de mesures de publicité et d'information prévues à l'article R153-21 du Code de l'urbanisme. Affichage pendant 1 mois en mairie d'Oudon avec mention de cet affichage inséré en caractère apparent dans un journal et diffusé dans le département. Publication au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R2120-10 du Code général des collectivités territoriales, dans la mesure où il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de plus de 3500 habitants et plus. Donc pour cette première délibération pour la révision allégée, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc merci, unanimité. Deuxième délibération, alors celle-ci elle aurait pu être prise avec celle de la semaine dernière, mais au niveau du temps, la concertation, elle va se faire en même temps pour les deux, c'est pour ça qu'elle est prise ici. Donc c'est pour la concertation, non c'est l'autre après, là c'est la décision relative à l'évaluation environnementale qui va durer les 2 ou 3 mois qui vont venir là. Voilà. Considérant l'intérêt de soumettre d'office la procédure de modification de droit commun numéro 2 à l'évaluation environnementale, parce que là, on n'est pas obligé de le mettre à évaluation environnementale. Mais à partir du moment où ils peuvent trouver des choses, et là, ils ont 2 mois pour trouver des choses, ils pourraient demander une évaluation environnementale après 2-3 mois. Donc là, on a choisi de mettre tout de suite l'évaluation environnementale, parce que dans les délais, on était trop court autrement. Donc on passe l'évaluation environnementale, donc le degré le plus important de veille au niveau de l'environnement, au départ, enfin tout de suite. Voilà. Il est proposé au conseil municipal d'approuver que la modification de droit commun numéro 2 du PLU fasse l'objet d'une évaluation environnementale, déléguer tout pouvoir à monsieur le maire pour mener à bien l'ensemble de la procédure, notamment les obligations en matière de publicité et d'affichage. Voilà, donc affichage pendant 1 mois en mairie d'Oudon, publication au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article du Code général des collectivités territoriales dans la mesure où il s'agit d'une commune de plus de 3500 habitants. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci, unanimité. Et donc, on arrive à la concertation pour la modification qu'on a votée au dernier conseil. Concertation qui sera en même temps pendant le mois de juin. Là. Voilà.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modalités prévues pour la concertation relative au projet de modification de droit commun numéro 2 du plan local d'urbanisme d'Oudon, de déléguer tout pouvoir à monsieur le maire pour mener à bien l'ensemble de la procédure, notamment les obligations en matière de publicité et d'affichage. Voilà, donc affichage pendant, même chose, un mot en mairie, et publication, recueil des actes administratifs mentionnés au Code général des collectivités territoriales, dans la mesure où il s'agit d'une commune de plus de 3500. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci, unanimité. Franck, bâtiment. Hop. Alors, bâtiment, on va commencer par le centre technique municipal. Donc, on a, lors du dernier comité technique, fait le choix d'un architecte pour suivre le projet. Pour la petite histoire, on avait 23 candidats, donc c'est quand même pas mal. Et avec... donc il y a eu toute une notation, bon, elle était jointe à la note, mais il y avait toute une notation. Et donc là, c'est PEPS Architecte qui a été choisi pour un montant hors taxe de 80 510 €. Voilà. Donc, suite à ce comité technique, on a décidé que les travaux, enfin, la continuité de ce projet-là allait se suivre en commission bâtiment, parce que voilà, on va arriver plus dans l'opérationnel, même. Donc, par contre, si les personnes je l'ai bien notifié, si les personnes du comité technique veulent continuer à suivre le projet, eh bien, elles peuvent, on les invitera lors des commissions bâtiments qui seront, bien sûr, à travailler sur ce sujet-là. Donc, si les personnes veulent rester pour ce projet-là, viennent me voir et puis je prendrai bonne note et puis on vous invitera. Voilà pour le conseil municipal. Donc là, ça va s'enclencher. Le comité technique du centre technique municipal. Voilà. Pour la commission bâtiment, donc on a eu une présentation de la société Baudet concernant le problème que l'on a sur le beffroi de l'église. Donc je vous ai fait une petite présentation succincte parce que c'est en commission bâtiment, on a trouvé ça très intéressant parce que c'est quand même l'histoire d'Oudon. Donc voilà, quand on parle, alors bien sûr les cloches elles sont au niveau 4, ça vous avez bien compris. Donc vous voyez un peu chaque niveau, il y a des photos qui ont été prises intérieurement. Voilà, on va aller vite fait. C'est juste pour donc le beffroi concerné, c'est le beffroi qui supporte les cloches. Donc ça, il a bien sûr un certain nombre d'années. Il est donc les parties en couleur, c'est les parties qu'il faut remplacer pour ce beffroi. Donc voilà, pour l'instant, il faut faire les travaux. Donc c'est vrai que ce sera bien sûr, je pense, pour un prochain budget. Voilà, c'est donc voilà, ça vous fait voir quand même qu'il y a des renforts à faire au niveau de ce beffroi, puisqu'il il penche un peu, ouais, il s'appuie sur le mur, voilà. Donc juste pour vous faire voir quand même que les cloches que l'on a, il y a 4 cloches et non, juste retourne. Donc la plus grosse, elle fait quand même 1400 kilos. C'est important quand même. C'est quelque chose qu'on avait. Voilà, quand on était loin d'imaginer que ce genre de cloche. Donc on a 1400, 1000 kilos, 687 et 404. Voilà. Donc 4 cloches, 2 les unes sur les autres, voilà. Et puis, vas-y, si tu veux. Et puis dans le rapport, ils ont constaté aussi qu'il y avait donc il y a un battant pour chaque cloche, c'est ce qui sonne bien sûr. Et il y a deux des battants qui a changé dans cette réflexion, voilà. Et voilà, ça c'est la photo des battants, comme ça vous permet de voir, mais c'était intéressant
pour nous de voir ce qu'il fallait changer, voilà, s'il te plaît. Et là, après, c'est voilà, c'est juste pour vous faire voir que les cloches, elles ont un nom, hein, donc elles ont vraiment une carte d'identité avec chaque cloche. Là, alors, donc là, celle-ci, c'est la plus lourde, hein, donc elle s'appelle Caroline Madeleine Gérard. Voilà, donc ça a certainement une histoire. En fin de compte, il y a une histoire parce que le financeur, en général, il met le nom de ses enfants. Et donc, si tu peux voir en bas, tu as les financeurs. Là. Les parrains, marraines, c'est les financeurs. Voilà, c'est la comtesse de Pommery, la marraine, le parrain, c'est Charles Fleureau, bref, le maire de l'époque. Non, mais voilà. Donc, je trouvais intéressant de faire voir ça parce que nous, on a découvert plein de choses lors de cette commission bâtiment. Donc voilà, donc chaque cloche a sa carte d'identité. Donc là, vous voyez, elles sont vraiment bien gravées avec. Donc elles sont, voilà. Donc c'est dommage qu'on les voit pas parce qu'elles sont vraiment cachées. Hein. Donc voilà. Après, c'est Charlotte. Hein. Ensuite, il y a voilà, donc elle a un dessin spécifique. Ensuite, c'est Joséphine. Voilà. Et puis la petite dernière, c'est Léonie. Voilà. Donc voilà, avec des dessins appropriés, enfin des sculptures appropriées. Ça passe trop vite. Non, mais... Ouais. Mais vous pourrez voir, hein, c'était dans les documents qui vous ont été envoyés, c'est dedans. Donc, mais je voulais juste, c'était là pour la petite histoire. Donc, une autre histoire, c'est que voilà, c'est un coût. Hein, donc, il faudra en discuter pour le prochain budget. Donc aujourd'hui, on a un coût qui est de 36 000 € TTC pour la modification, enfin le renforcement du beffroi. Et les deux battants, c'est 3 500. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. TTC. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, auquel cas peut-être faire une demande, pourquoi pas, de mécénat ou je sais pas quoi, Fondation du patrimoine, peut-être qu'il y a un travail à faire en ce sens pour, voilà, peut-être que nous on aura notre part à, si on l'avait fait lorsqu'on avait fait la réflexion du clocher, du crépi, et puis aussi du renforcement de la toiture. Enfin. Donc voilà, c'est à réfléchir. Donc et puis, ici, il y a une chose, ils nous ont dit, donc ça, on aura un devis, mais ça, voilà, comme ça, on aura toutes les cartes en main. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils font, comment dire, la réfection du beffroi, ils peuvent aussi l'option de descendre les cloches et avoir des visites pendant les 3 semaines de travaux qu'il y a. Voilà, donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, notamment pour faire une demande de mécénat. Peut-être que les gens... voilà. Enfin bon. Alors aujourd'hui, il n'y a que 2 cloches qui sonnent, oui, et il peut y avoir aussi on pourrait avoir des mélodies, puisqu'on en a 4, on pourrait avoir une mélodie bien plus différente d'aujourd'hui. Voilà, c'est... Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais si les cloches sont classées au niveau patrimoine? Est-ce qu'il y a un classement? Parce que non, il n'y a pas de classement. Parce que c'est une valeur locale. Il y a bien un classement et on a bien des peintures et quelques peintures et sculptures et statues qui sont classées dans l'église, mais il n'y a pas les cloches. Parce qu'on a l'inventaire en mairie. Oui, d'accord. Franck, si on a une idée de combien de temps ça peut durer dans la durée là, les réparations ou pas Non, dans la durée, combien de temps Ce qu'il y a, c'est que là, ça fait déjà un petit moment que ça nous était relevé. Est-ce que ça peut tenir 15 ans, 20 ans? Non. En fin de compte, aujourd'hui, on peut continuer à faire sonner les cloches. On peut faire sonner les cloches. Après, il y a des contrôles tous les ans. Mais peut-être que si on continue comme ça, ils nous diront on arrête de sonner les cloches parce que c'est trop dangereux. Aujourd'hui, c'est pas dangereux. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est si on fait les travaux, est-ce qu'on a une idée, si on fait les 40 000,
De combien de temps ça va nous prolonger de combien de temps? Combien d'années? Est-ce qu'on a une idée ou pas du tout? Non, après, là, ça fait... elle date de 120 ans, là. Non, mais on pourrait 1901. Est-ce qu'on peut poser la question? Parce que du coup, on peut se dire que ça fait beaucoup d'argent et forcément, enfin, les gens qui seront là feront le choix, mais je veux dire, à un moment donné, ça dépend si tu ramènes sur le nombre d'années, quoi, tu vois. En plus, ce beffroi-là, en fin de compte, ils avaient... bon, ça a été fait avec des renforts en moins à l'époque où ils ne savent pas pourquoi il y avait des renforts, des croisillons en moins. Et en plus, aujourd'hui, pour qu'ils s'abîment moins, ils mettent des plaques, comment dire, anti-vibration en dessous. Et ce qui fait que ça allonge la durée de vie du beffroi, quoi. On pourrait leur poser la question. Ah oui, de toute façon, ils sont totalement ouverts à... Ils ont l'habitude, ils font que ça. C'est des volets, hein, c'est normal. N'est-ce pas, Stéphane? Voilà, donc c'était pour vous présenter ça. Ah, excusez-moi. Ouais, toujours sur les cloches. Non, mais ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ça fragilise le beffroi. Donc, c'est la structure qui permet de tenir les cloches. Je ne vais pas refaire le débat, mais ça, du coup, les vibrations et potentiellement les oscillements du beffroi fragilisent l'ensemble du clocher. C'est qu'à terme, ça peut fragiliser l'ensemble de l'édifice et avoir un coût. Un impact budgétaire bien plus important. Et ça n'arrive... Enfin, je veux dire, lorsqu'ils font... lorsqu'ils font les visites, chaque année, ils vérifient tout ça. Et si jamais il y a le moindre risque sur la structure de l'église, ben là, ils nous diront, stop, on ne sonne plus du tout les carillons, enfin bon, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on n'est pas rendu là, mais il faut y penser quand même assez rapidement avant qu'on nous interdise de faire sonner les cloches lors des... Voilà. Juste, parce que tu dis que le beffroi touche au mur, si tu peux revenir, une oscillation, c'est 1 tonne. Une oscillation, c'est 1 tonne de pression sur le mur. J'ai vu 1078 décanewtons. Donc il y a 1 tonne horizontale. Ouais, mais 1 tonne, voilà. Donc 1 tonne, et si, même s'il n'y a que 2 cloches, tu as 1 tonne plus l'autre après 700. Ouais, ça fait presque 2 tonnes sur le mur, quoi. Donc faut penser à ça. Et juste une petite précision, à terme, avec tous ces travaux, le remplacement des balanciers, les 4 cloches sonneront? D'accord. Okay. Non, après, c'est à tiroir. Là, en fin de compte, les choses les plus, on va dire, les plus urgentes pour préserver l'église, c'est le beffroi et les battants pour 2 cloches, parce que ça use les cloches, voilà. Et après, il peut y avoir l'option pour mettre en route les 4 cloches. Donc là, il y a encore un petit truc, mais on aura tous les propositions, le devis à tiroir qui vont nous faire pour le prochain budget, et puis pour peut-être travailler sur... pour plusieurs années. Les cloches et le battant, il faut le faire tout en même temps, quoi. Après, la sonnerie, peut-être pas, mais voilà. Donc sinon, on n'a pas fait que ça. Donc on a travaillé on a fait le programme pour la rénovation énergétique de la mairie. Donc on travaille sur le sujet et le travail va commencer avec l'architecte. Projet de centre de santé, on va en parler tout à l'heure dans une délibération. Voilà. Et puis autrement, le groupe scolaire Jules Verne, donc voilà, ça avance. On a fait les enduits ont été réalisés. La semaine prochaine, il va y avoir toute la partie sol avec le bitume. Et tout de suite après, il va y avoir le trespas. Donc le trespas, c'est le parement qui va recouvrir tous les poteaux et bois et charpente extérieure pour avoir une protection optimale dans le temps. Voilà. Donc, livraison, normalement, au mercredi et juste avant l'Ascension, ça devrait être terminé. Voilà. Affaire à suivre. Oui, oui, 1 semaine et demie. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu ? Non ? Voilà.
Eh bien, on va passer à la décision. Délibération. Donc, ça, c'est pour le centre de santé. Donc, c'est pour lancer l'opération. Donc, il est rappelé que dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, le conseil municipal a validé la réalisation d'un centre de santé. La phase de préétude a permis de définir et de rédiger le programme technique qui sera pris en compte par l'équipe de maîtrise d'œuvre à qui le projet sera confié. Le programme comporte la réhabilitation du bâtiment pour une surface utile de 238 mètres carrés, donc c'est l'étage et le niveau inférieur, et pour un début de travaux dans le deuxième semestre 2026. Le coût de l'opération, il a été chiffré à 782 000 TTC, donc ça, il ne faut pas prendre ça à la virgule près, hein, c'est un montant qu'on a mis comme ça pour ne pas avoir de surprise, mais bon, on a quand même des ratios, mais voilà, on ne devrait pas être au-dessus de ça. Il est proposé le programme de l'opération permettant ainsi de lancer la phase opérationnelle du projet. Il est précisé que l'équipe de maîtrise d'œuvre conduira les études du projet à l'appui d'une enveloppe financière prévisionnelle de travaux fixée par la maîtrise d'ouvrage. Il est proposé au conseil municipal de passer le marché de maîtrise d'œuvre selon la procédure adaptée, conformément à l'article L 2123-1 et R 2123-11 du Code des commandes publiques sous forme d'un appel à candidature. Le choix de maître d'œuvre sera réalisé en analysant les candidatures sur les compétences, les références et les moyens sur le montant de l'offre. De toute façon, comme on a fait pour le CTM. Il n'y a rien de plus... c'est la même chose avec ces montants-là. Vu les articles R 2331-1 à R 2432-7 du Code de la commande publique relative aux procédures applicables au marché de maîtrise d'œuvre, vu les articles du Code général des collectivités territoriales concernant le conseil municipal et ses modalités de fonctionnement, vu l'article cité qui prévoit que la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché, et comporte obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Voilà, vu l'arrêté du 30 mars 2021 portant l'approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles. On arrive à la fin. Considérant le travail préparatoire engagé sur le projet du centre de santé et présenté lors des commissions bâtiments du 29 avril 2025, notamment la validation du programme technique détaillé. Donc, considérant la nécessité de lancer dès à présent le marché de maîtrise d'œuvre, il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant de l'opération s'élevant à 782 000 € TTC, approuver le programme technique détaillé constitué lors de la phase de préétude. Donc ça, c'est quelque chose qui a été travaillé aussi avec Co-Santé, avec des professionnels pour les surfaces. Voilà. Approuver le lancement d'une consultation de maîtrise d'œuvre pour concevoir, coordonner et contrôler la bonne exécution de l'opération centre de santé. Préciser que ce marché sera conclu à prix global forfaitaire et autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à cette opération et de le charger de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. Et autoriser le maire à signer tout devis et marché nécessaire à ce projet, naturellement, si ça reste dans l'enveloppe. Mais de toute façon, on en reparlera à chaque étape de ce projet-là. Est-ce que vous avez des questions déjà avant de passer au vote? Oui. En commission bâtiment, on avait relevé quelques points sur le programme technique et plus particulièrement la surface des salles d'attente et tout ça, qui nous paraissait très faible. Donc, est-ce que ça a été revu dans le... Voilà, tout ça a été...
Ok. Donc les services ont travaillé avec les professionnels et on enlève un cabinet. Ah d'accord. Bah non, Ouais. mais c'est Non, mais important voilà, de le préciser parce que voilà. Si on passe de 3 cabinets à 4, enfin de 4 à 3 plutôt, Non, mais voilà. Donc, c'est différent. De ce qui permet de... Voilà. D'accord, Et très puis il y a bien. des choses... alors je ne sais plus, mais il y a des choses... Il y avait un local plutôt technique, je dirais, stérilisation, etc. Mais ça... Il n'y a pas de besoin? Non, apparemment il n'y avait pas besoin de ce local-là, mais bon, voilà. Je trouve ça dommage de ne pas le prévoir, mais ce n'est qu'un avis personnel. Franck, j'avais une question. Compte tenu du prix de ce projet, est-ce qu'il y a des subventions possibles? Est-ce qu'il y a des choses? Je vais laisser monsieur le maire... Non, mais il y a les subventions. Vous en avez déjà? Mais à quelle hauteur? Vous savez? Non, vous ne savez pas. Non, mais oui. Non, c'est pour rassurer, surtout. On a des subventions. Après, les montants, ce ne seront plus les montants qu'il y avait il y a 10 ans, quoi. Voilà. Mais on a demandé des choses. Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah, il y a une question, Denis. Non, juste une petite remarque. Bon, je m'excuse, je n'étais pas en commission fin avril, hein, mais le prix de 782 € me paraît 782 000 € me paraît très très rond, très gros au vu d'une réhabilitation de bâtiment. On est à quelque chose à 1,7 fois le prix du marché au mètre carré. Oui, mais là, c'est 782 000. C'est pas le prix de travaux, c'est le prix de l'opération. Donc, tu prends tous les frais liés à l'administratif déjà, et bien sûr les études et tout ça. Et puis, on est un bâtiment, donc là, il va falloir refaire toute l'isolation. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur. En plus, au niveau médical, il faut avoir une prestation phonique importante, enfin, et puis du mobilier, tout ça. Donc voilà, donc tout est dedans, quoi. Il y a pas que c'est pas que l'enveloppe. C'est pas l'enveloppe travaux de rénovation du bâtiment uniquement. C'est toute l'opération. Après, on espère avoir des bonnes surprises. Mais Comme voilà. l'a dit Franck, normalement, c'est le montant maxi. On espère des bonnes surprises là-dessus. Actuellement, on a quelques bonnes surprises parce que les entreprises n'ont pas de travail. Donc, comme on a vu sur le centre technique municipal, moins de travail. Comme on a vu sur le centre technique, le nombre d'architectes qui a répondu, ce n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans. Enfin, avant. Voilà. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à une baisse aussi importante qu'on voudrait l'avoir. Parce que, je veux dire, à un moment donné, les matériaux ont un coût, la main-d'œuvre a un coût. Même s'il y a moins de travail, à un moment donné, les gens ne vont pas venir travailler pour perdre de l'argent. Donc, il ne faut pas s'attendre. Je pense que dans les travaux, il ne faut pas s'attendre à une grosse baisse quand même. Non, mais sauf qu'on a pris des coûts qu'on a connus dernièrement, donc qui étaient assez hauts. Donc voilà, on risque d'avoir des choses plus acceptables. On l'espère. On passe au vote. Donc pour cette délibération, qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Ah oui. Donc 2 abstentions. Qui est contre? Merci. 24. Merci Franck. Céline? Alors, différents comptes rendus que vous avez dû trouver dans la transmission des éléments. Donc, le compte rendu de la commission enfance, le compte rendu de la réunion du service public petite enfance, du comité de pilotage végétalisation de la cour d'école. Alors, s'agissant de la commission enfance, nous avons évoqué l'organisation du passage à 4 jours, le lancement du service public de la petite enfance et notamment dans le cadre des échanges, il y a une délibération qui en ressort un petit peu, notamment le règlement intérieur de la salle Nautilus, la tarification du restaurant scolaire, là aussi il y a une délibération, et puis nous avons ensuite évoqué différents sujets et questions. S'agissant du compte rendu, je ne sais pas si vous avez des questions.
Si vous n'en avez pas, j'avance sur le comité de pilotage végétalisation de la cour d'école. Alors là, c'était vraiment la dernière réunion qui a eu lieu mardi. Normalement, je dois vous parler de la réunion qui a eu lieu avant. Cette réunion qui a eu lieu avant était nécessaire pour reposer le budget, puisque de toute façon, c'était la première réunion de comité de pilotage qui intervenait après le vote du budget. Donc, on a reparlé du cadre budgétaire. On a évoqué aussi les quick wins. Les quick wins, donc ce sont les petites opérations qui permettent tout de suite d'avoir un effet. Nous avons également évoqué le retour d'expérience des premières choses qui ont été déjà réalisées, donc notamment création de fenêtres végétales pour dégager la vue sur le terrain de pratique sportive, le plateau sportif. Et donc là, je partage avec vous la réunion sur le terrain qui a eu lieu donc à l'occasion du dernier comité de pilotage. Là aussi, l'objectif, c'était de trouver d'autres quick wins. Je suis désolée, je ne suis pas fan de ce terme. mais voilà. Donc c'était extrêmement intéressant puisque on a cheminé avec les documents qui ont été élaborés par le CAUE et c'était extrêmement riche. D'ailleurs, je tiens à remercier publiquement un peu les parents d'élèves qui sont mobilisés à nos côtés, qui ont à cœur ce projet. Je tiens également à remercier un peu plus publiquement aussi parce que nous avons été destinataires d'un message de l'Amicale laïque qui, elle aussi, soutient cette démarche et nous a proposé, dans le cadre budgétaire que nous avons réaffirmé, de contribuer à hauteur de 1 000 € pour ce projet. Parce que l'enveloppe qui avait été estimée dans un premier temps évoquait 14 000 €. Dans le cadre d'un effort budgétaire, on a réduit à 11 000. Et donc... 10 000, autant pour moi. Et donc, oui, je valorisais déjà les 1 000 € de l'Amicale laïque. Donc, je tiens à remercier officiellement l'Amicale laïque pour ce geste. Et voilà, donc nous, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, mais il y a des coûts qui sont quand même très conséquents, notamment des coûts d'études. De l'étude sur phytosanitaire, l'état phytosanitaire de certains végétaux, les études relatives à l'asphalte, notamment tout ce qui est lié à la dégoudronisation et l'amiante potentiellement présente, donc avec toutes les conséquences qu'il y a pour l'évacuation des déchets d'amiante. Donc voilà. Donc c'est un projet qui avance. On a prévu de se revoir juste à la sortie de classe pour continuer d'avancer sur ce projet qui est vraiment une belle... Sur la méthode, c'est vraiment chouette. Beaucoup d'enthousiasme. Ouais. Une question sur le souci sur l'enveloppe. Là, à quel moment et dans quelle commission ça va être décidé justement de prendre ou non en compte le coût des études supplémentaires là, jusqu'à 14 000. On a envisagé de reposer la question à la commission finances du mois de juin. Voilà. Voilà, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je peux avancer si ça vous va. Alors, la première délibération qui vous est proposée ce soir est l'actualisation des tarifs proposés aux restaurants scolaires. Donc, comme vous le savez, nous pratiquons depuis 2023 une tarification au quotient familial en appliquant un taux d'effort. Quelques chiffres quand même à rappeler de façon un peu globale. En 2024, 53 328 repas ont été servis au restaurant scolaire. Donc on est dans des taux de fréquentation qui sont bien supérieurs à 80%. Je pense qu'on avoisine plus les 90% que les 80%. Le coût de la pause méridienne pour la collectivité est de 8,59 €. Le prix de revient, c'est-à-dire en contrepartie des contributions des familles, il est de 4,66 €. La contribution des familles, justement, représente 45,79%. Voilà. Et comme je le disais, le prix d'un repas répercuté sur les familles, il est appliqué avec un taux multiplicateur, avec un coefficient, un taux d'effort, sur le quotient familial. Voilà, ce qui fait que chaque famille paie en fonction de ses revenus. Oui. Est-ce qu'on a une idée
du coût que ça coûte si sur les collectivités qui prennent un prestataire ou pas du tout? Alors, il faudrait faire une étude très large, mais ce travail avait été fait en 2014 quand le choix a été fait justement d'internaliser cette compétence. Et moi, je trouve qu'on est vraiment super gagnant parce qu'on maîtrise parfaitement à la fois les produits que nous mettons dans les assiettes des enfants, la fabrication, enfin tout est. En plus, moi, je trouve que c'est très valorisant pour nous. Je le dis souvent, hein, mais je suis quand même super fière du travail qui est fait ici. Des circuits d'approvisionnement, j'avais fait une démonstration et j'avais présenté tous les contributeurs et tous les fournisseurs qui sont locaux, voire très locaux, auxquels on fait appel. Les enfants sont quand même plutôt très satisfaits de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Moi, je me souviens du témoignage des miens quand ils sont allés après au collège. C'était pas la même chanson. On est d'accord. C'est juste, je me dis, enfin, aujourd'hui, ça se trouve un prestataire, ça coûte quasi aussi cher, et ce serait aussi pour mettre en avant. Que peut-être, c'est quand même un bien pour les enfants. Et je pense que si vraiment il n'y a vraiment pas de différence, je trouve que ça serait bien aussi de communiquer parce que c'est important, quoi. Alors moi, je suis dans le cadre des travaux du comité consultatif pause méridienne. Pardon Alain, je te vois pas. Dans le cadre des travaux du comité consultatif de la pause méridienne, là c'est un peu en suspens parce qu'il y a d'autres chantiers en cours qui sont assez chronophages, mais je cherche à faire labelliser la restauration scolaire. Vraiment pour dire, voilà ce qu'on fait, on le fait bien, et du coup, c'est tellement bien fait que c'est labellisé. Voilà, pardon, Alain. Donc juste avec la question, donc quand on a construit le restaurant scolaire, donc on avait fait une étude par le cabinet Polyvalence. C'était Jacques Deroy qui avait fait l'étude au niveau les deux choix, soit restauration collective avec un prestataire, soit cuisine sur place. Et il s'avérait qu'à 250 enfants, c'était plus rentable de faire la cuisine sur place. Au-dessous de 250 enfants, alors à l'époque, ça a pu changer, c'était plus intéressant de faire appel à un prestataire. Donc, alors par contre, au niveau fonctionnement, maintenant au niveau investissement, quand on a fait le choix derrière, mais non, mais ça joue beaucoup sur les surfaces. Comme on a fait le choix à ce moment-là de dire cuisine sur place, il a fallu mettre les mètres carrés qu'il fallait pour cuisiner sur place. Donc il y a des investissements nettement supérieurs si on fait une cuisine. Mais le restaurant est là maintenant. Et la cuisine aussi. Donc, mais c'était 250 à l'époque, ça a pu changer, mais l'étude avait été faite pour choisir l'un ou l'autre. Et juste une précision sur le quotient familial. Depuis 2 ans, c'est le taux d'effort, parce que le quotient familial, ça fait depuis 2009 ou 2010 qu'on est au quotient familial, mais c'était avec des tranches. Là, c'est un taux d'effort, c'est différent. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a plus d'effet de seuil, ou moins. Un tout petit, voilà. C'est ça. Donc, souvenez-vous également, nous avons décidé d'appliquer, et il y a une autre délibération qui suivra, qui le concerne, un prix plancher à 1 €. Et cette tarification très solidaire a concerné 21 familles en 2024. Nous avons aussi décidé d'appliquer un tarif plafond à 2,20 €. Alors là, j'anticipe un petit peu. Si, pardon, 6,20 €. J'étais focalisée sur le 20 parce que c'est le prix qui sera appliqué après que nous ayons pris la décision. Il était appliqué en 2024 à 28 familles. Et donc, le repas, en fait, pour la majorité, bien plus que la majorité, pour 80% des familles, se situe entre 1,54 € et 6,15 €. Je vais y arriver, j'ai du mal avec les chiffres, vous le savez. Hein. Donc, voilà. Du coup, la Commission vous propose de faire une petite augmentation du taux d'effort et de le passer à 0,31% au lieu de, que je ne vous dise pas de bêtises. 0,3075, c'était. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous lise la... Gilda. Il y a combien de repas en moyenne par jour? Par jour, on est autour de 380 et quelques repas. Okay. Avec des grosses journées qui sont, par exemple, le jeudi. Là, c'est blindé. Et voilà. Et en pourcentage?
C'est ce que je disais, c'est c'est plus de 80, on est plus proche de 90% d'enfants qui déjeunent à la cantine que 80. Quoi. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Juste en complément, tu disais donc 50, la diapo d'avant sur la cotisation, ça fait 250 000 euros. Hein, si on multiplie la différence par les 53 000 repas, ça fait 250 000 euros que payent les Oudonnais pour les enfants du restaurant scolaire. Donc, que payent tous les Oudonnais pour les enfants du restaurant scolaire. C'est ça. Voilà. Alors, je ne vais pas vous relire toute la délibération, si vous le voulez bien, parce que j'ai présenté l'essentiel des éléments. Je vais redonner quand même le taux d'effort. Donc, la Commission vous propose de le passer à 0,31%, de maintenir le tarif plancher à 1 €, donc pour toutes les familles dont le quotient familial est inférieur à 450, y compris, et le tarif plafond à 6,20 € à partir du quotient familial plus de 2000 et ainsi que les hors communes. Je lis la délibération. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle tarification du restaurant scolaire qui rentrera en vigueur à partir du 1er septembre. Pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La seconde délibération concerne les repas qui sont pratiqués donc à 1 € pour cette politique publique de solidarité. L'État a mis en place un soutien et ce soutien passe par la mise en place d'une convention qui est établie pour 3 ans avec l'agence de services de paiement et la commune. Donc voilà, on a besoin de cette mise en place. Est-ce que ça suscite des questions chez vous? Non. Très bien. Eh bien, il vous est proposé d'approuver la convention triennale qui a été présente à la délibération et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que toutes les pièces qui s'y affairent. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Juste pour cette deuxième délibération, à la prochaine commission, il faudra voir si on ne modifie pas le taux plafond de 450. Alors après, ça dépend si ça change, s'ils arrêtent cette politique publique, parce que là, l'idéal, c'est de monter jusqu'à 4 €. Oui. Parce que jusqu'à 4 €, on retouche 3 €. Oui. Donc, par repas à 1 €, on touche... Par repas à 1 €, on trouve 3 €. Donc l'idéal, ce serait de remonter notre taux plancher au prix de 4 €. Pour concerner, en plus, ça nous permet. Voilà. Ouais, maintenant, le risque, c'est d'une année à l'autre, si ça s'arrête, c'est que derrière, on modifie, comme ça risque ce genre de choses de s'arrêter d'un moment à l'autre. Alors, pourquoi pas choisir un intermédiaire? Mais ça, on verra ça en commission. On verra ça en commission, mais effectivement, je ne sais pas si c'est un dispositif qui est adossé à la loi de finances ou pas. Je ne sais pas. Non, donc. Mais c'est. Ouais. La dernière délibération nous concernant relève du règlement intérieur de la salle Nautilus. Donc j'évoquais un petit peu plus tôt la rencontre dans le cadre du service public de la petite enfance. Nous avons pu échanger avec les assistantes maternelles, la microcrèche également, mais qui n'est pas concernée par cette délibération. Il a été proposé dans le cadre de leur activité, mais plutôt organisée, c'est-à-dire il est proposé donc à l'association des assistantes maternelles solidaires oudonnaises de mettre à disposition la salle Nautilus pour qu'elles puissent y pratiquer leurs activités à plusieurs, donc en présence d'enfants. Pour pouvoir mettre en place cette disposition, nous avons fait rédiger un règlement intérieur et donc il était proposé, il était adossé aux documents qui vous ont été transmis. Je ne sais pas si ça appelle des questions de votre part. Non. Eh bien, écoutez, je vous propose d'approuver ce règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Céline. Noël?
Donc, commission jeunesse et sport donc du 12 mars, qui est un peu loin aussi, puisqu'on en a une autre depuis. Donc, une présentation du projet Savoir rouler par Philippe. La préparation de la chasse aux œufs et puis donc les tarifs d'animation pour cet été et le sport senior. Donc, c'est donc la délibération qui va suivre. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu ? Non, je vous propose de passer à la délibération. Donc, des tarifs pour les cours de natation, tout d'abord. Donc, il est proposé d'appliquer le tarif suivant, 6 € par séance, avec une majoration d'1 € pour les enfants qui seraient hors commune. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les tarifs tels que décrits ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Les hors communes, c'est à la fin pour compléter les groupes ou Oui, alors oui, parce que quelquefois, sur certaines périodes, c'est pas complet. Donc, on privilégie toujours les inscriptions des Oudonnais, bien sûr. Mais pour compléter les groupes, eh bien, on peut prendre des enfants extérieurs. Non, c'est 8-10 enfants pour les cours de natation. Le tarif, il était à combien? Il augmente là ou il reste stable? On a juste modifié les extérieurs. Parce en fait, c'était un tarif pour tout le monde, unique, pour tout le monde pareil. Donc là, sur les extérieurs, on a fait une petite majoration. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci, vote à l'unanimité. Donc, les tarifs pour les stages nature-sport. Donc, les stages nature-sport, voilà, c'est tout ce qui est fait donc par Philippe, l'éducateur sportif, pendant l'été. Et donc, dans ces stages-là, il y aura aussi des stages sur le savoir rouler. Il va proposer ça. Il va faire un premier stage sur les vacances de juillet. Et puis les enfants donc feront 2 jours sur piste et après il va les mettre à rouler sur faire une petite balade en nature, et il va aussi proposer des jeux qui se rattachent à la pratique du vélo. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces stages? Moi, en groupe, en nombre. C'est un peu par tranche d'âge, en fait. Quand il y a des tout petits, c'est 8, 10. Il peut aller jusqu'à 12, 14 quand ils sont plus grands. Hop, je trouve que c'est pas cher, mais c'est par demi-journée. Les 5 € là. Oui. Ouais. Voilà, après, faudrait pas que les gens les mettent pour pas les mettre au touche à tout, par exemple. Non, mais. Oui. Après, voilà. Puis c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes âges. Hein. Les sports nature, il y a que le savoir rouler où il va prendre des tout petits. Autrement, c'est 14 ans même. Donc, ouais. Petite question. Est-ce qu'on peut avoir la capacité de ces stages? Combien d'enfants va-t-on pouvoir accueillir dans ces stages au maximum? Alors, en fonction des âges. Chez les tout-petits, en général, il en prend 8. Quand c'est des pré-ados et des ados, il va jusqu'à 14. Et là, en plus, normalement, il va avoir un stagiaire sur certaines journées. Donc, ils vont être 2, ils vont pouvoir... voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, je vous propose la délibération. Il est proposé donc d'appliquer les tarifs suivants. Inscription pour une demi-journée, pour un Oudonnais 5 €, hors commune 7,50 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les tarifs tels que décrits ci-dessus. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Unanimité. Merci Noël. Bertrand? En matière d'environnement, donc là aussi il y avait 2 comptes rendus. Donc je passe, sauf s'il y a des questions. J'ai mis plein de diapos derrière qui vont porter sur ces comptes rendus, mais ça va aller vite.
Vas-y. Donc d'abord, ouais, je proposais quand même de restituer sommairement le travail de Antoine Louis, là, qui a travaillé avec Lucille et surtout Johanna Hernandez, notre agent de transition écologique, là, sur le diagnostic des haies de bord de route, hein, puisque ça concerne à la fois des propriétaires, mais aussi l'entretien par les services municipaux, voire départementaux d'ailleurs. Donc, première bonne remarque, on a largement, suite à l'inventaire qu'on avait déjà fait en 2011, diagnostiqué de nouveaux kilomètres de haies. Alors, c'est pas parce qu'il y en a eu beaucoup de plantés, même si c'est le cas, mais c'est surtout parce qu'on a poussé notre diagnostic plus loin que l'autre fois. Donc voilà, je vais passer si tu veux bien. Voilà. Donc juste pour rappeler qu'une haie, sans être trop technique, mais voilà, c'est des services écosystémiques énormes pour le bien-être dans nos campagnes, aussi bien par exemple sur la limitation des transferts d'eau, des crues, la dépollution des eaux, le vent, baisser le vent pour le confort des animaux, pour le confort des promeneurs aussi. Donc voilà, et donc des belles haies, il y a différentes catégories. Différents rôles voilà, que je viens de dire, que je ne vais pas redonner. Vous pourrez voir ça dans le rapport si vous souhaitez. Et puis du coup, je vais reparler de strates, ça me fait beaucoup rire, donc je le cite, puisque voilà, une haie, en fait, elle peut être constituée d'une banquette herbacée qui va bénéficier à une certaine catégorie de biodiversité qu'on peut voir à l'écran, puis une strate arbustive pour d'autres types d'animaux ou de végétaux, et puis une autre strate encore plus arborée cette fois-ci, voilà, avec à chaque fois des animaux différents. Et donc du coup, voilà, le travail de Antoine a permis, sur la base de normes proposées aussi par le CPIE, donc qui nous accompagne dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité, de différentes catégories là qui sont illisibles au tableau, mais vous voyez des cases colorées, selon justement la richesse ou en tout cas le type de haie. Et donc du coup, tout ça a été reporté sur notre système d'information géographique, notre SIGE, avec non seulement le linéaire de haies, mais aussi la classification, la catégorie des haies. Et donc tout ça pour arriver à un plan d'action. Voilà, donc là, on est allé voir sur le terrain, c'était hier soir ou avant-hier soir, hier soir. Voilà, donc l'objectif, un des objectifs pour nous, ça sera par exemple de protéger ces haies comme c'est déjà le cas dans le plan local de l'urbanisme, mais également de renforcer, de réactualiser notre entretien sur ces haies. Et donc là, par exemple, notamment avec des outils adaptés, il y a différents types d'outils. Et là, on était en campagne et vous pouvez voir que là, on a une haie qui a bien poussé depuis la dernière fois et qui arrive d'ailleurs dans des fils téléphoniques ou électriques, je ne sais pas, téléphoniques plutôt. Et donc voilà, là c'est le genre de haie qui nécessite là non pas de taille sur le côté, mais une taille sur le dessus pour préserver évidemment les fils. Voilà, je crois que je m'en arrête là. Donc on avait vu ça, on avait déjà eu cette restitution de ce travail en commission. Donc voilà, on avait pu apprécier le rendu et on va le revaloriser tout à l'heure lors de la conférence dans le cadre de la semaine de l'environnement, la conférence de mardi soir prochain, c'est sur les haies, et donc Antoine, aux côtés des experts du CPIE, viendra présenter la restitution du travail. Oui, Anthony Corbeuf. Donc du coup, ce qui serait bien, c'est parce que si j'ai bien compris, les haies vont être classées, on les coupe selon s'il y a des fils, selon. Ce qui serait bien, c'est que du coup, avec ce plan-là, on fasse un appel d'offres aux prestataires, enfin un appel d'offres, et les prestataires vont répondre, parce que du coup, ça risque de faire un petit peu, enfin ça va peut-être pas jouer beaucoup, parce qu'il faut quand même que le tracteur y passe, même s'il coupe pas, mais du coup, il faut qu'on revoie par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut qu'on adapte ça à l'appel d'offres, parce que il y a quand même un peu moins à couper, donc je pense qu'on peut peut-être gratter un peu aussi, quoi. Voilà. Juste Bertrand, moi j'ai une question. Qui est-ce qui est rentré sur le système SIG? C'est le stagiaire? C'est rentré ou pas? T'as parlé du SIG. Alors en tout cas, c'est peut-être mis que sur le QGIS donc de Antoine pour l'instant, mais
Là, c'est déjà sur un SIG. Donc, de SIG à SIG, c'est normalement relativement facile à exporter. J'espère bien que ce qui a déjà été saisi dans un SIG, quel qu'il soit, si c'est pas fait sur celui de la mairie, ça soit fait bien sur la mairie, qu'on puisse conserver ces datas, parce que ouais, on commande plein d'études. Enfin, ça, c'est pas que Oudon, hein, mais on commande plein d'études de partout dès qu'on fait un lotissement, etc. Et en fait, des études environnementales, etc. Et ce genre de données est perdu, n'est pas conservé, est perdu. C'est pas Oudon, hein, mais... Ça remonte à la compta. Oui. Non, mais ouais. Pour travailler sur les datas paysagers, je peux te dire qu'il y a énormément de données qui sont pas sauvées. Ouais. Donc voilà. Autre chose qu'on a pu voir en commission, là aussi ça touche à la fois l'environnement et les espaces verts, donc c'est le document que je vous invite vraiment aussi à lire de Villes et Villages Fleuris, là. Donc c'est quelque chose qu'on a transmis au jury qui viendra nous visiter le 27 juin, donc c'est la couverture qui est à gauche là, et c'est très intéressant parce que ça recense bon nombre d'actions qu'on a menées ces dernières années et dont on s'améliore, donc touchant tout ce qui est entretien des espaces verts, notamment avec la gestion différenciée, la politique d'irrigation, d'arrosage, de tonte, etc., etc. Et bien sûr l'Atlas de la biodiversité. Donc je vous invite à le lire. Et puis voilà. Pour avancer, donc demain, voilà, on entame la semaine de l'environnement, 17 au 24 mai. Il y a une balade demain à 10h. Et à midi, il y aura la restitution et l'inauguration, je crois que c'est la diapositive d'après aussi, de la fresque de la biodiversité qui, elle, a été faite mercredi. Donc c'était en présence de Marie-Hélène Caron-Bernier. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Marie-Hélène? Oui, ce temps a été très intéressant parce qu'il, comme vous pouvez le voir sur la diapo, c'était intergénérationnel. C'est-à-dire que vous aviez de l'enfant de 4 ans, environ 4-5 ans, jusqu'à des personnes d'un autre âge. Et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir cette activité partagée, vraiment dans la bonne humeur. C'était très, très sympathique. Donc on reverra cette fresque, hein, puisque l'idée c'est qu'elle puisse être transportée, là elle va être exposée à la bibliothèque, mais après c'est de s'en servir lors de nos manifestations ou de l'exposer dans différents lieux de la commune. Voilà. Et donc on en vient à la délibération. Donc peut-être si c'est possible d'ailleurs de rajouter dans le futur PV que ça a été vu aussi en commission EPBN, donc vu l'avis de la commission du 30 avril qui manque. Mais voilà, c'est le renouvellement de la convention Pollinies, notamment autour de la lutte contre les frelons asiatiques. Donc rien de nouveau, on reste partenaire de Pollinies qui coordonne l'action VESP comme frelon, Vespa, de lutte donc pour la destruction des nids, et donc on participe à hauteur de 50% dans la destruction à côté des particuliers, voilà, jusqu'à hauteur de 1 000 €, ce qu'on a budgété. Voilà. Est-ce que, voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit, il y avait d'autres questions? Sinon, je vous propose le vote. Et donc, pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la commune et Pollinies, de valider la participation financière de la commune et des montants notifiés dans la convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les formalités nécessaires à la mise en place de la convention. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc vote à l'unanimité. Merci. Merci Bertrand. Nelly. Alors vous avez tous eu le compte-rendu de la commission de tourisme concernant l'organisation du marché de Noël. Y a-t-il des questions? Non, je vous propose de passer à la vie locale dans ce cas, c'est ça, Merci Nelly. Donc, Noël. Eh bien, je vais faire comme Nelly. Vous avez tous lu le compte-rendu. Non, je vais quand même vous parler un petit peu de la journée, du forum du bénévole qui se déroule le 24 mai. Parce que nous avons fait un point aujourd'hui donc avec les services. C'est 31 personnes qui sont inscrites pour participer, 31 bénévoles ou dirigeants. C'est quand même en dessous de ce qu'on pouvait espérer, puisqu'on a quand même envoyé une invitation à 62 associations. 16 seront représentées. Voilà, donc c'est plutôt faible, mais bon, on va quand même maintenir parce que
on a des temps forts, hein, on a 8 ateliers qui ont été quand même pensés pour accompagner tous nos dirigeants et bénévoles, des thèmes intéressants qui vont être abordés. Donc ce forum, on va le maintenir pour le peu de personnes. Et voilà, pour toutes les personnes qui écoutent le conseil municipal, vous êtes tous invités à venir participer à cette journée si vous le souhaitez. Ils peuvent encore s'inscrire si besoin. Ils peuvent s'inscrire, il n'y a pas de souci. Donc aux 46 associations qui n'ont pas répondu, qui touchent certaines des grosses subventions de la commune, vous avez le droit de vous inscrire pour la semaine prochaine. Voilà. Et puis un petit message aussi aux élus ici autour de la table. Il me manque encore quelques personnes pour le bon déroulé de cette journée. Donc vous pouvez venir me voir à la fin du conseil municipal pour donner ne serait-ce qu'une petite heure de votre temps. Voilà, je vous remercie tous. Et puis, à la semaine prochaine, oui. Voilà, on va dire ça. Conseil municipal jeune, donc le 15 mars. Donc on a fait une présentation de la commune. On avait envisagé aussi de participer à la semaine de l'environnement et de la journée du bénévole. Tout ça, ce sont des choses qu'on a annulées. On ne va pas participer à ça par manque de temps et d'organisation, puisque la chasse aux œufs, en fait, a été décalée au mercredi 17 mai. 7 mai, c'est bien ça. Voilà, donc ça a décalé un petit peu la préparation du reste. Mais une belle édition de la chasse aux œufs, un mercredi soir, un peu différent, des familles qui n'étaient pas... Enfin voilà, qui avaient le temps. Voilà. Et bon, à peu près, on pense entre 140 et 150 enfants qui ont participé. Donc voilà. Moi je trouvais que c'était une très belle édition. Beaucoup d'échanges avec les familles. C'était un bon moment. Parce que le jour de Pâques, en fait, on s'aperçoit que les familles, elles ont moins le temps. Elles vont au repas famille ou etc. Bon, après c'est vraiment le jour, mais c'est différent. Donc on verra avec les jeunes si on décale ou pas. Donc on a une réunion aussi demain matin avec le conseil municipal jeune, donc à 10h, ici en salle du conseil. Et comme vous avez dû aussi le recevoir, ils inaugurent la tyrolienne demain matin, donc à 11h30, là-bas sur place, au pied de la tyrolienne. Voilà, donc vous êtes tous aussi invités. C'est toujours des encouragements pour eux. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Le 8 mai est passé très vite. Juste le 8 mai, très bien. Il y avait beaucoup de monde. C'était une belle cérémonie. Avec, ils étaient une dizaine, je crois, le CMJ. Il y avait les parents. Il y avait pas mal de personnes. Donc c'est rare qu'on ait tant de monde à une cérémonie du 8 mai. Donc c'était très bien. Solidarité, non, rien. Non. Oui. Donc c'est, je pense, voirie. Anthony. Vous avez tous lu les comptes rendus. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes rendus? Autrement, on peut peut-être plutôt parler de la rencontre qu'on a eue donc le 24 avril avec le cabinet Arondel pour la présentation de l'étude sur la gare, donc les deux études. L'étude qui est sur l'aménagement, qui nous propose l'aménagement, on va dire, routier, avec une modification entre donc, la gare et la rue de Bretagne, et l'autre partie qui est l'aménagement du quai sud. Donc suite à ça, la commission s'est exprimée sur des interrogations, sur des remarques. Et de mémoire, j'ai plus la date, fin juin, je crois que c'est le 24 ou le 26 juin, parce qu'il y a eu on avait mis une date et puis du coup, c'est le 26. Donc du coup, le cabinet Arondel va revenir pour nous présenter l'étude finalisée. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on pourra vous l'envoyer aussi pour que vous voyez l'étude. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?
Est-ce qu'il y aura des usagers aussi qui seront là pour la présentation de l'étude? Parce que j'ai pas l'impression que les gens aient été consultés là sur ce projet-là. Pour l'instant, c'est qu'une esquisse, hein, c'est une proposition. Il faut que d'abord que nous, on voie et on valide. Et après, voilà, je ne sais pas si c'était... si les usagers... voilà, je sais, moi, j'ai pas eu de... J'ai pas pensé aux usagers. Alors maintenant, s'il faut y penser, on y pensera, il n'y a pas de souci. On y pense en fin de compte parce que c'est lié à l'étude de Cœur de Bourg. Oui. Et donc, Arondel, le cabinet, la proposition, c'est envoyé au cabinet ici même. Et donc, le cabinet ICM, lui, il est missionné. Et dans les remarques qu'il y a eu, il y avait toute la zone et ça fait partie de leur mission. Et donc, il y a cette étude qui est liée avec le cabinet ICM. Donc, les gens auront accès le 10 juillet qu'ils vont présenter les scénarios. Voilà, donc là-dessus, ici même, c'est par le biais du cabinet. Ouais. De ce que je crois entendre, moi je suis pas pratiquant, donc je suis mal placé, mais je sais que le quai sud est quand même un gros problème aujourd'hui. Après, voilà, sur le reste, j'entends. On présentera, comme dit Alain. Moi, j'avais pas forcément ça dans la tête. Après, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de problème. Je prendrai les remarques sans problème. Non, mais l'idée, c'est, voilà, avant de lancer les choses, consulter les usagers pour voir si eux voient les choses différemment, effectivement, parce que quand on n'est pas usager, c'est difficile de savoir. De toute façon, là, on n'est que dans les études. Il n'y aura pas de travaux en 2025. Oui. Donc, l'étude, non, parce que du coup, il faudra que l'année prochaine, on vote le budget pour les travaux, quoi. Il y a déjà les esquisses, donc tu envisages des choses quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours revenir, puisque ce ne sera pas engagé, tu vois, les travaux ne seront pas engagés, quoi. Mais j'entends, je prends la remarque, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, merci. Juste avant de passer aux décisions du maire, je vais répondre à ta question, Annie, donc sur le pôle santé. Donc actuellement, d'acté, on a le fonds de concours, on a 187 000 euros, 187 200 euros d'acté. Donc ça fait du 24%. Et on a fait une demande au fonds FEDER, donc c'est un fonds européen, c'est un peu long. Voilà, mais on a fait une demande au fonds FEDER et pour l'instant, on n'a rien d'acté là-dessus, mais pour l'instant, on a près de 200 000 sur les fonds de concours. 187 de la Compass, voilà, les fonds de concours. Voilà. Les décisions du maire, donc voilà, des DIA, des acquisitions de concessions. Voilà, vous pouvez voir tout ce qui a été acté depuis le dernier conseil municipal. Il y a un peu plus de ventes. Les ventes reprennent sur Odon, donc c'est plutôt bon signe pour les finances parce que ça fait des recettes supplémentaires pour nous et pour le département. Voilà. Interco, alors au niveau conseil communautaire, on en a un bientôt. On n'a pas eu depuis le dernier conseil, ou juste après. Voilà, il n'y a pas eu de. Donc moi, en tout cas, en développement éco, on travaille toujours sur. On a une réunion sur les ventes et il n'y a rien de sujet de particulier de fondamental qui est engagé en fin de mandat pour la partie développement éco. Est-ce que sur les autres, il y a des choses à dire En aménagement du territoire et environnement, il y avait une réunion commune là récemment sur le SCOT et la partie environnementale justement du schéma de cohérence territoriale. Donc un petit retour suite aux ateliers qu'il y avait eu en décembre et sur ce qui a été ciblé pour être mis dans le futur schéma. Alors, les écoles de musique, on en reparlera plus tard, mais c'est un gros problème, là. Ouais. Surtout pour Arpège. Et sinon, en environnement, j'ai une réunion là, au début de semaine. Bon, il y a Unitri qui est en fait un centre de tri de sacs jaunes qui a démarré avec du retard, avec quelques conséquences financières dans le sens où ils avaient fait des avances et en fait ces avances elles vont rentrer plutôt au capital parce qu'en fait ils n'ont pas capacité à rembourser et en fait c'était soit on arrête soit on rembourse, donc ça a été comme ça. Puis voilà, et puis aussi un truc intéressant que je ne savais pas, c'est qu'il y a une partie au niveau assainissement de l'eau, il y a une partie du budget qui est allouée en fait à des associations toujours sur le traitement de l'eau, et donc là il y a un projet pour
au Bénin, et un autre sujet, il y a 10 000 euros qui vont aussi au Cameroun, au Sénégal. Voilà, c'était assez intéressant que je ne savais pas. Voilà. Ok, et donc vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus la petite ligne Sivom. Voilà, donc en agenda, donc la semaine dans l'environnement, comme ça a été dit tout à l'heure, qui commence samedi, l'inauguration de la tyrolienne. Dimanche, vous avez donc le festival Arpomax qui a commencé hier. Hier, c'est ça, hier. Voilà, et donc. Alors on peut dire quelques mots. C'était d'une qualité musicale exceptionnelle. C'était superbe. Dimanche, au marché de Don, il y a un concert avec, je ne sais plus le nom, mais tu l'avais tout à l'heure. Donc, place du Havre pendant le marché. Et sinon, bah, voilà, la journée du bénévole le 24 mai, la fête de la musique le 14, etc. etc. Voilà. Oui, 17. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non? Oui, si, peut-être une. Est-ce qu'on pourrait faire l'effort de faire des tout petits comptes rendus au moins de chaque commission à chaque fois? Parce que pour les gens qui écoutent, qui n'ont pas lu les comptes rendus comme nous, c'est quand même la partie la plus intéressante du conseil municipal. Au moins sommairement. Il y a les titres de chapitres après. Ouais. Ok, merci beaucoup. Fin de séance. Merci à tous.